Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Alors, on parle de quoi ce matin d'actualité internationale? On va parler de ce qui fait un peu la une dans au niveau de l'actualité internationale. C'est le coup d'État qui s'est déroulé hier au Soudan. Il faut savoir que depuis 2019, en fait, le Soudan était en période de transition parce qu'il ne faut pas oublier qu'en juillet 2019, celui qui dirigeait le pays depuis 30 ans, le général Omar el-Béchir, avait lui été éjecté du pouvoir par les militaires à la suite d'un soulèvement populaire. Alors donc, dans ce coup d'État, évidemment, c'est un général qui est revenu à la tête du pays, en la personne du général Abdel Fattah al-Burhan. Alors c'est une personnalité que les Soudanais connaissent très bien parce que c'est c'est le chef d'état-major des forces armées soudanais. C'est un personnage incontestable et incontournable, notamment durant la transition. Il faut savoir que le fond du problème, selon le message télévisé diffusé par les autorités soudanaises et au cours de laquelle le général Abdel Fattah al-Burhan expliquait que les militaires avaient décidé de reprendre le pouvoir en raison, selon lui, des incapacités des civils à pouvoir s'entendre et à pouvoir régler les problèmes urgents auxquels font face les Soudanais. Et donc, en tant que tel, puisque le pays était à volo, le pays était dans le feu et en difficulté, en grave difficulté, donc eux, les militaires, ils ont décidé de reprendre le pouvoir pour remettre un peu les choses en ordre. Alors, donc cette rhétorique-là, évidemment, elle est connue, on l'a écoutée plusieurs fois. Ça nous rappelle un peu ce qui s'était passé en mars dernier au Mali, où le général Assimi Goïta, lui aussi, reprochait aux civils leur incapacité à régler les problèmes des Maliens. Ici aussi, c'est la même chose, mais le général Fattah al-Burhan, lui, s'approche un peu plus dans cette position-là de l'Égypte et du général Abdel Fattah al-Sisi. Et donc, pour lui, pour le Soudan, c'est plus proche de ce qui se passe en Égypte. Pourquoi? Parce que déjà, culturellement et sociologiquement, ces deux pays-là sont très semblables, très proches l'un de l'autre. D'abord, ils ont une frontière commune qui est très grande. Ensuite, ce sont des pays majoritairement musulmans et ce sont des pays dans lesquels l'armée occupe une place importante dans le pays, notamment sur le volet économique. Il faut savoir qu'en juillet 2013, le général Abdel Fattah al-Sisi était arrivé au pouvoir après avoir chassé le président démocratiquement élu, le premier même de l'histoire de l'Égypte, monsieur Mohamed Morsi. Et donc le maréchal Abdel Fattah al-Sisi avait reproché à Mohamed Morsi le fait que, évidemment, celui-ci avait avait négligé son rôle, notamment en matière de sécurité des Égyptiens. Il n'avait pas pu résoudre les problèmes économiques auxquels le pays faisait face. Et donc, de cette incapacité-là, il avait donc décidé les militaires avaient donc en fait décidé de reprendre le pouvoir et d'installer un état d'urgence. Et donc, c'est cet état d'urgence qui perdure en Égypte jusqu'aujourd'hui. Et c'est le même état d'urgence que le général Abdel Fattah al-Burhan a déclenché hier en ayant dissous le gouvernement et le Parlement de transition, évidemment, et en ayant mis aux arrêts la plupart tous les ministres civils du gouvernement, dont évidemment le premier ministre par intérim du Soudan, Abdallah Hamdok. Donc, il explique ce fait-là, comme je l'ai dit au départ, qu'il estime que les civils n'étaient pas capables de résoudre les problèmes du Soudan, mais il ne faut pas oublier qu'en réalité, il y avait déjà de très fortes dissensions dans ce gouvernement de transition depuis près de 2 ans concernant la réforme de l'État et notamment le rôle que doit jouer l'armée dans une institution démocratique. Il faut savoir qu'au Soudan, comme en Égypte, comme je l'ai dit, l'armée occupe une place spéciale, notamment dans le domaine économique, où de pans entiers de l'économie sont aux mains des militaires. Que vous preniez l'agriculture, que vous preniez les mines, que vous preniez l'import-export, que vous preniez le bâtiment et même des services bancaires, on a évidemment la présence de l'armée dans ces secteurs-là. En Égypte et au Soudan. D'accord. Et donc, ça marche plutôt bien en Égypte. Ça dépend. Si on regarde du côté des droits de l'homme, c'est pas terrible. Et c'est pas parce que, évidemment, l'Égypte n'est toujours pas ressortie de la récession économique liée à la pandémie. L'Égypte a toujours des difficultés économiques
importante, même si elle reste malgré tout la première économie d'Afrique du Nord. Mais depuis l'arrivée de Mohamed Fattah al-Sisi, en termes de sécurité, oui, évidemment, pas sécurité, en termes de stabilité, je dirais plutôt, le pays est beaucoup plus stable, même si en termes de sécurité, c'est pas vraiment, c'est pas tout à fait ça. On a toujours des problèmes, notamment à la frontière avec la Palestine, notamment la bande de Gaza. On a, même si avec le voisin israélien, évidemment, l'entente cordiale sur les questions de sécurité est toujours au beau fixe, mais n'empêche que d'un point de vue global, le pays a l'image d'un État stable, mais à l'intérieur, évidemment, il y a beaucoup de dissensions, enfin, il y a beaucoup de problèmes, notamment ceux qui sont liés aux droits de l'homme et aux droits humains. Mais évidemment, pour les Occidentaux et pour la communauté internationale, évidemment, le maréchal Fattah al-Sisi reste l'homme fort et reste l'homme providentiel parce que c'est celui qui a su, selon du moins l'image que l'on peut voir de l'Égypte, ramener une certaine stabilité à l'intérieur du pays. Et c'est un peu cette position-là que le général Fattah al-Burhan voudrait également occuper, devenir une espèce de Sisi soudanais en muselant, si tu veux, l'opposition, en muselant un peu les acteurs civils de la politique, d'abord en les accusant d'être à l'origine des maux que vit actuellement le Soudan, parce qu'évidemment, on sait qu'il y a tout ce qui concerne les réformes impopulaires, notamment l'application des mesures dans le cadre d'un programme d'ajustement structurel imposé par les bailleurs de fonds, ces questions économiques-là et ces questions sociales, ils les ont laissées aux civils. Mais les vrais enjeux, en vérité, du Soudan, pour lesquels, évidemment, le Premier ministre Hamdok voulait particulièrement agir, c'était en ce qui concerne notamment la réforme structurelle de l'État. C'est-à-dire ramener l'armée à jouer un rôle purement dans ses missions régaliennes et laisser le reste de la vie, qu'elle soit politique, économique et sociale du Soudan, aux mains des civils. Mais ils ne font pas le travail. Non, mais ça dépend de comment dire qu'ils ne font pas le travail. Tu sais, il ne peut pas y avoir un pays démocratique dans lequel il n'y ait pas de dissensions, il n'y ait pas des divergences de point de vue. Mais ça, justement, ça fait partie du jeu démocratique. Or, lorsque l'on tue le débat démocratique au sein d'un État, ça ne veut pas pour autant dire que les choses vont s'arranger. Parce qu'évidemment, dès lors que les diverses sensibilités qui composent la société, qui composent le pays, qui composent le paysage politique, n'ont plus la faculté de s'exprimer, là, on sombre dans une dictature. C'est malheureusement ce qui s'est passé en Égypte, où aujourd'hui, au moment où on vous parle, la plupart des partis politiques ont du mal à s'exprimer. La plupart des acteurs de la défense de la démocratie et des droits de l'homme, la défense de ceux qui sont pour une meilleure gouvernance de l'État, tout ça, évidemment, ils sont muselés. Donc l'armée arrive, elle prend le pouvoir et elle estime que, étant donné que vous, les civils, vous n'avez pas été capable, nous, on va gérer. Mais quand ils gèrent, vous ne voyez rien. C'est dans l'opacité totale. C'est un peu ça le drame avec le fait que les militaires arrivent au pouvoir, c'est qu'il n'y a plus de transparence dans la gestion des deniers publics, il n'y a plus de transparence dans le débat politique. D'abord, il n'y en a même plus, parce qu'évidemment, le fonctionnement de l'armée est incompatible avec le fonctionnement démocratique comme nous on le conçoit. C'est la raison pour laquelle on appelle l'armée la grande muette, c'est-à-dire que son rôle doit se cantonner à certaines missions, qui est la défense et la protection de la souveraineté du territoire, d'assurer la sécurité des biens et des personnes, dans un certain cadre évidemment, pas qu'elle doit se substituer aux forces de sécurité. Les forces de défense ont leur rôle et malheureusement lorsque l'armée quitte son rôle régalien là et entre dans l'espace public et entre dans l'espace politique, évidemment il est en dehors de ses clous parce qu'il n'est pas formé pour ça et il est très rare, je dis bien il est rare quand on regarde notamment sur le continent africain, quand on fait la sommation des pays qui ont connu une présence militaire quand à leur tu te tête. limites sur le continent africain, mais sur le continent européen, l'armée a dirigé beaucoup d'États. Comme lesquels ça, la France, par exemple, a été dirigée par un général. Ça, c'était il y a combien de siècles? Mais c'est pas une affaire de siècle. Napoléon, tu vois. Le problème, c'est que des Napoléons. C'était un militaire. Non, le problème, c'est que des Napoléons, il y en a eu combien dans l'histoire du monde? Il y en a quasiment pas eu. Il y en a pas eu beaucoup. La majorité des grands rois allaient en guerre.
Oui, mais ça, c'est dans un cadre, c'était à une époque où, évidemment, l'affirmation d'un pays passait par la conquête de terre, la conquête d'espace, parce qu'évidemment, c'était vital. Aujourd'hui, ce n'est plus ça qui est vital. Ce qui est vital, c'est évidemment d'avoir des institutions fortes qui fonctionnent bien et qui permettent à toutes les sensibilités du pays de s'exprimer. C'est ça la démocratie. C'est malheureusement le modèle que l'on a voulu comme étant le modèle dominant, même si certains pays ou certains pouvoirs refusent de l'appliquer. Mais au moins, si tu veux, ça fait partie des standards internationaux du moment. À une époque il y a un siècle, il y a 2 siècles, il y a 3 siècles, évidemment, on ne demandait pas au pays d'être démocratique. Même si, pour moi, personnellement, je ne pense pas que la démocratie soit la panacée pour tous les pays. Je pense qu'il y a des pays qui ont un modèle. Chaque pays devrait choisir son modèle parce qu'évidemment, il n'est pas dit que le modèle démocratique soit forcément applicable à tous les pays. Donc la situation qui va suivre au Soudan, c'est laquelle? Alors, elle est très, très critique parce qu'évidemment, il y a eu des manifestations dans la journée d'hier qui ont été réprimées par l'armée. On s'achemine à un durcissement des positions de l'armée, notamment sur le plan sécuritaire, aussi sur le plan politique, parce que là, l'armée va s'accaparer tous les pouvoirs, comme c'était le cas sous l'ère Omar el-Béchir. Et puis, évidemment, on verra ce que ça va donner par la suite. Est-ce que la communauté internationale va laisser faire ou venir en aide aux populations? Personnellement, je n'y crois pas, parce que lorsque l'on regarde ce qui se passe en Birmanie, où l'armée est revenue au pouvoir depuis plus d'1 an, malgré les beaux discours de la communauté internationale, il n'y a pas eu d'embargo contre la Birmanie, il n'y a pas eu de sanctions quelconques, même diplomatiques, contre la Birmanie. Aujourd'hui, les États-Unis ont juste dit qu'ils devaient suspendre leur aide de 700 millions de dollars, aide annuelle qu'ils accordaient au Soudan. C'est le seul pays pour le moment qui a agi. Les autres, pour le moment, se sont limités à des condamnations verbales. Merci Jean-Paul pour l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Urban FM 104.5.